Dans nos vies, nous traitons tous une grande quantité d'informations. Nous faisons tous un tas d'activités grâce à notre esprit. On voit, on mémorise, on bouge, on parle, etc. La cognition humaine est notre appareil à penser. Cette cognition a différents rôles: mémoriser, parler, bouger. Ce sont les fonctions cognitives, c'est-à-dire les différents gros rôles de notre cognition. Cette cognition a pour fonction de percevoir, de prêter attention, de mémoriser, de raisonner, de produire des mouvements, de s'exprimer. Quand l'émotion est trop importante, c'est le système de survie qui prend le dessus. L'aspect cognitif, c'est-à-dire la réflexion, le mental, le raisonnement, se met en veille et débranche. On peut alors passer en mode automatique, ou bien alors manifester beaucoup d'agitation. On vous invite ici à réfléchir à la notion de stress. D'abord pour vous, c'est quoi le stress? Dans la mesure où le stress va avoir un impact sur les réactions d'une victime potentielle ou bien sur vos propres réactions. Ainsi, le stress peut être défini comme une réaction de l'organisme face à toute demande de changement ou d'adaptation. C'est donc une réponse normale, naturelle, instinctive, qui a pour but initial de nous aider à réagir face à des situations potentiellement dangereuses ou en tout cas difficiles. C'est un phénomène complexe, impliquant à la fois notre corps et notre esprit. En fait, le stress, finalement, n'est ni bon ni mauvais. C'est notre interprétation des situations stressantes et notre capacité à y faire face qui détermine si le stress est bénéfique ou bien néfaste pour nous. Ici, vous pouvez voir les principaux acteurs qui interviennent dans le phénomène du stress. Sur la photo de gauche, vous avez une photo qui illustre l'irrigation dans le corps par tous les nerfs. Et on voit bien que tout le corps est concerné par tout le système nerveux. On peut distinguer le système sympathique, autrement dit notre pédale d'accélérateur. Le système sympathique fonctionne avec l'hormone de l'adrénaline. C'est l'hormone qui va amener l'énergie en vue de fuir ou de combattre. Notre pédale de frein fait partie du système parasympathique et on va parler du système vagal. Et ça va avec l'hormone du cortisol. Le cortisol est une réponse de frein. Ainsi, si on a trop de cortisol dans le corps, ça amène zéro énergie et la sensation d'épuisement. Le système nerveux agit de façon tout à fait automatique, en vue de la survie. Sa base se situe dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est en lien direct avec le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Ainsi, par exemple, la perception d'un danger amène une émotion de peur qui va activer le système nerveux et envoyer l'adrénaline qui permettra d'agir en accélérant, par exemple, les battements du cœur et la respiration, ce qui permettra de nourrir les muscles et de pouvoir obtenir une réponse adaptée. Revenons quelques dizaines de milliers d'années plus tôt. Quoi, vous pensiez que le changement, c'était la tendance du moment? Bon, c'est vrai que le monde évolue beaucoup et plus vite qu'avant. Néanmoins, imaginez-vous quelques instants à l'époque de nos ancêtres, les Néandertaliens. La survie et le changement les préoccupaient en permanence. Une nouvelle tribu adverse, un déplacement vers de nouvelles contrées riches en nourriture, l'adaptation aux hivers, au froid, devoir se défendre face aux animaux hostiles et affamés. Quelles émotions et comment se manifeste l'instinct de survie à cette époque? Eh bien, on peut noter 3 comportements. La fuite, je prends mes jambes à mon cou. L'attaque et la contre-attaque, j'utilise mes mains, mes dents, mes jambes, mes armes pour me défendre. Ou bien alors, l'inertie, le figement, je fais le mort. Ce qui semble-t-il reste la meilleure stratégie pour survivre à un ours enragé.
vous constaterez déjà, à cette époque, que les stratégies d'adaptation étaient soit dans l'action, fuir ou bien se battre, soit dans la passivité, faire le mort et attendre. Ces comportements de nos ancêtres, ces émotions et cet instinct de survie sont restés engrammés dans notre patrimoine génétique et nous les retrouvons aujourd'hui, à notre époque, dès qu'une situation de changement ou de survie se fait ressentir. En fin de compte, il est crucial de se souvenir que le stress fait partie de la vie, qu'il est normal de ressentir du stress de temps en temps. L'objectif n'est pas d'éliminer totalement le stress de notre vie, et c'est d'ailleurs totalement impossible. L'objectif, ce sera de développer une relation plus saine et plus constructive avec lui. Le stress, quand il est bien compris et bien géré, peut en effet se transformer en une opportunité pour croître, évoluer et devenir plus résilient. Comme le dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors transformons notre perception du stress et utilisons-le comme un catalyseur pour une vie meilleure et plus équilibrée. Nous devons comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, reconnaître quand on est dépassé par le stress et chercher l'aide de quelqu'un, c'est plutôt un acte de courage et une étape essentielle pour prendre soin de sa santé mentale. Le secouriste a pour mission de prévenir et de soulager toute souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Son attitude joue un rôle important car il est autant apprécié sur la qualité des gestes techniques que sur l'aptitude à développer une relation humaine d'aide et de soutien aux personnes en détresse. Et qui plus est, dans une situation de débordement émotionnel, le secouriste doit faire preuve d'organisation, de rigueur et de professionnalisme. L'objectif principal va être de rassurer et de mettre en sécurité la victime. Pour pouvoir amener cette notion de réassurance et de sécurité, l'abord relationnel est quelque chose qui est particulièrement important et qui assure l'écoute et le contact avec la victime. Cette approche favorise l'apaisement émotionnel et permet de rechercher des éléments essentiels pour le bilan pour engager les actions nécessaires. Tout d'abord, il est recommandé de privilégier au sein de l'équipe un interlocuteur principal pour dialoguer, de préférence la personne vers laquelle on se tournera plus naturellement. Pour établir le contact, il faut prendre le temps de se présenter. Dire « Monsieur X, bonjour, je m'appelle un tel et je suis secouriste. Me permettez-vous de vous appeler par votre prénom ?» Ça permettra aussi d'utiliser le prénom de la personne concernée. Il est important d'expliquer les raisons de la présence. Je suis là pour vous aider. Rassurez-vous, je reste avec vous. Et d'établir une relation de confiance avec des questions ouvertes, par exemple. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Comment est-ce que je peux vous aider? Il sera important de poser le cadre en expliquant ce qui va se passer. Nous allons d'abord faire un bilan, nous ferons le point avec le médecin et puis ensuite nous verrons si il est nécessaire de vous amener à l'hôpital. Il est important aussi d'informer et expliquer les gestes qui sont en train de se faire. Par exemple, voilà, je vais poser ma main sur votre ventre pour évaluer votre respiration. Il est important de reconnaître la situation en disant « je vous sens en colère ». Vous vivez un événement stressant, bouleversant. Et puis, on peut utiliser aussi l'écoute active, par exemple la reformulation, pour s'assurer qu'on a bien compris ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Par exemple, vous me dites que vous êtes seul. Est-ce que ça veut dire que vous ne voyez personne? Ou bien, d'après ce que vous me dites, et si j'ai bien compris? Et de répéter ce qu'on a compris. Pour favoriser l'alliance, il est important d'impliquer la victime dans sa propre prise en charge. Par exemple,
Voilà ce que je vous propose, qu'en pensez-vous? Ou bien de lui demander, de quoi auriez-vous besoin maintenant? Y a-t-il une personne que vous souhaiteriez contacter pour venir nous rejoindre? Enfin, il sera important ensuite de préparer le relais. Nous allons vous accompagner à l'hôpital afin que vous puissiez voir un médecin. Et puis de présenter la victime à l'équipe qui prend le relais, en disant par exemple, voilà, je vous confie à mes collègues qui vont continuer à vous accompagner. Et ne pas oublier, bien sûr, de saluer la victime. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous, par exemple. Plusieurs contextes nécessitent d'adapter la conduite à tenir. Ces contextes particuliers sont d'être confronté à une victime au comportement agressif, les morts inattendues, les victimes de violences, la crise suicidaire ou ce qu'on appellera les événements exceptionnels. En cas de violence et d'agressivité, il est important de sécuriser, rester calme, ferme et diplomate. L'idéal est d'avoir affaire à un seul interlocuteur. Quand quelqu'un est violent, agressif, il s'agit de rester calme et de ne pas rentrer ni dans le délire, par exemple, ni dans le contexte agressif. Les morts inattendues, face à un décès, le décès doit toujours être annoncé par le médecin. Il est important d'avoir une attitude respectueuse vis-à-vis du corps, de laisser du temps, d'être à l'écoute et de pouvoir ensuite passer le relais et d'accompagner. Pour la crise suicidaire, un suicide, il est important d'évaluer les risques, de montrer de l'écoute, de montrer du respect, de reconnaître la situation de crise et de proposer le transport vers l'hôpital. Pour les victimes de violences, par exemple violence conjugale, il s'agit toujours d'évaluer la situation pour la sécuriser, isoler la victime, s'arranger pour instaurer un climat de confiance, être dans l'écoute et dans l'écoute active. Informer sur les possibilités d'aide et également essayer de convaincre d'un transport vers l'hôpital. Pour les événements exceptionnels, il conviendra de disperser la foule ou bien de donner des tâches concrètes à effectuer. Toujours agir avec calme et autorité. Rester bien identifiable en tant que secouriste. Et pour les problèmes, on va dire, de prise en charge psychologique du public, orienter vers la cellule, la CUMP. Pour être efficient sur le plan opérationnel, le secouriste doit disposer de 3 compétences indissociables les unes des autres. Il doit avoir la condition physique pour réaliser sa mission, la technique pour répondre aux besoins de la situation et le mental pour se réguler, s'adapter et ainsi être efficace techniquement et physiquement en toutes circonstances. Pour entretenir son opérationnalité mentale et augmenter sa capacité à amortir les impacts psychologiques, le secouriste doit travailler et entraîner ses capacités comportementales, cognitives et émotionnelles. Augmenter son potentiel mental, ça passe par se préparer avant l'action pour acquérir les compétences et se préparer à la réalité du terrain. C'est se réguler pendant l'action, c'est-à-dire appliquer les mesures permettant de protéger les intervenants aussi bien physiquement que psychologiquement. Et puis ensuite récupérer après l'action. Autrement dit, soigner son hygiène de vie par le repos, une alimentation équilibrée, des activités physiques, un équilibre de vie. Il est important de pouvoir détecter et identifier la présence potentielle d'un ou plusieurs facteurs critiques de stress et d'évaluer l'impact psychologique de l'intervention sur les membres de l'équipe. Les situations qu'on va dire critiques sont généralement des situations impliquant des proches, des interventions auprès d'enfants, en particulier des enfants en détresse ou décédés,
et des contextes comportant un caractère violent ou exceptionnel. Il s'agit d'identifier au sein de l'équipe la présence potentielle de manifestations émotionnelles intenses ou de réactions inattendues ou de tensions inhabituelles. Il est important du coup de réagir, au moins en organisant des temps de répit et des temps de communication et de discussion, et aussi de maintenir une vigilance sur les personnels impactés. Chaque secouriste peut faire appel à une aide psychologique. Celle-ci relève à la fois de la prévention et du traitement immédiat ou différé en fonction des signes de souffrance. Un appui psychologique précoce et approprié permet une récupération sur les plans personnels et professionnels. La respiration est une excellente ressource personnelle pour se réguler, se calmer, se préparer ou récupérer. Il existe de nombreux exercices de respiration. Ici, la cohérence cardiaque en est un exemple. Vous pouvez la démarrer et l'expérimenter sur quelques minutes. Dans les premières heures suivant un stress de forte intensité, ou plus rarement de manière décalée dans le temps, certains secouristes sont susceptibles de développer des symptômes comme la répétition de l'événement initial avec des souvenirs envahissants ou des cauchemars, l'évitement de toutes les situations, personnes, endroits susceptibles de rappeler des souvenirs, des pensées ou des sentiments étroitement associés à l'événement critique, des conduites d'hypervigilance, comme si l'événement allait se reproduire de façon imminente et malgré l'absence de danger, ou une façon de penser plus négative, une difficulté à éprouver des sentiments positifs. On parlera alors de troubles de stress aigu, si ces symptômes durent jusqu'à 1 mois après l'exposition. Si ce trouble persiste au-delà d'1 mois, il sera considéré comme pathologique et qualifié alors de trouble de stress post-traumatique. Si un trouble de stress post-traumatique s'installe, il peut entraîner des modifications importantes et durables de la personnalité. Il peut s'associer à d'autres pathologies, dont les plus fréquentes sont la dépression, les conduites addictives à l'alcool ou autres substances. Des soins médicaux et psychologiques sont préconisés afin de faire face à l'installation de tels troubles dans la durée. Il existe aussi une forme de psychotraumatisme un peu moins connue, on appelle traumatisme vicariant. En effet, le secouriste exposé de manière répétée et chronique aux horreurs vécues par les victimes d'événements traumatisants risque de développer la conviction d'un monde dangereux. Il peut alors vivre avec la peur d'être mis en danger, comme la victime, et voir apparaître des symptômes de stress aigu ou post-traumatique. On peut aussi parler de stress traumatique secondaire, comme si finalement le soignant absorbait le trauma du patient. Ici, vous pouvez découvrir une vidéo qui va résumer, synthétiser tout ce qui vient d'être dit concernant le fonctionnement émotionnel général.